Cette semaine, à l'émission Sporadique, on reçoit donc Olivier Gabriel Lavoie, qui est entraîneur d'athlétisme au club Corsair Chaparral, et on discute du début de saison de l'Impact de Montréal. Bienvenue à Sporadique. Pour notre première portion de l'émission avec nos chroniqueurs Frédéric Collerette et Maxime Gagné, on va parler donc de l'Impact de Montréal qui vont débuter leur saison à San José, donc le 2 mars prochain. Et évidemment, on va beaucoup regarder les performances de l'équipe cette saison, puisqu'on a connu une saison un peu plus difficile l'an passé. C'était la première année de l'entraîneur-chef Rémi Garde à la barre de l'équipe. Est-ce qu'on va avoir plus de constance, selon toi, Maxime, cette saison du côté de l'Impact? Bien, on va le souhaiter. En fait, on sait que là, maintenant, il y a un changement de la direction. Là, ils vont carrément changer le nouvel à l'approche. Il y a, dans le fond, leur nouveau président, Kevin Gilmore, qui va amener une nouvelle philosophie. C'est ce que M. Saputo nous a expliqué. On va souhaiter qu'il va y avoir de la constance, évidemment, pour la saison qui suit. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux joueurs amenés, malheureusement, à la Divaio, à la Drogba. Il y a des jeunes intéressants. On va voir ce que Samuel Pietté va amener aussi également, parce qu'il va devenir éventuellement un des meilleurs joueurs de l'Impact, en fait. Oui, puis tu fais bien de le mentionner parce que justement, on a plusieurs joueurs qui peuvent prendre quand même un certain relais là, côté leadership, mais on manque quand même de joueurs talentueux cette saison. Comme tu l'as mentionné, un Drogba ou ailleurs dans le circuit, un Ibrahimovic par exemple, ou quelque chose comme ça, mais on n'a pas de joueurs talentueux comme ça. Donc, est-ce que des joueurs comme Piatti, des joueurs comme Bush peuvent permettre à l'équipe de se rendre, par exemple, en série, étant donné qu'ils ont beaucoup d'expérience? Je pense que l'expérience peut les aider, mais en même temps, ils deviennent de plus en plus vieillissants. Donc oui, c'est des joueurs de talent, mais est-ce qu'ils vont être capables justement de rester constants puis de rester bons comme ils sont? On ne sait pas, puis on pense à ça depuis 2012. L'Impact a fait 4 fois les séries. Donc, vu de même, c'est un peu plate. Donc, les 2 dernières années, ils les ont pas faites en plus. Donc, est-ce qu'ils sont capables, même avec le changement de direction et tout, peut-être ça va les aider, une autre philosophie, une autre mentalité, mais il va falloir qu'ils jouent pas mal mieux s'ils veulent que les fans restent derrière eux cette année. Oui, parce que les partisans, il faut le dire quand même, que ce soit pour n'importe quel sport, pour gagner une certaine banque de gens qui vont venir voir les matchs, mais il faut gagner souvent. Puis c'est un championnat qui peut aider une équipe à se rendre jusque-là. Toronto, par exemple, a attiré beaucoup de gens depuis qu'ils ont gagné. On pense à Seattle et plusieurs d'autres équipes. Donc, c'est peut-être ça la prochaine étape pour l'Impact, étant donné que c'est plus difficile peut-être d'aller chercher des partisans que le Canadien de Montréal, par exemple. Le Canadien prend beaucoup de place. Justement, à Montréal, on pense à ça. Fait qu'on regarde les Alouettes puis l'Impact qui passent un peu dans le beurre. Fait que le hockey, c'est le sport de prédilection de Montréal. Mais justement, il faut gagner des championnats pour attirer le monde. On ne peut pas continuer à donner des piètres performances comme ça et s'attendre à ce qu'il y ait plein de monde dans nos stades. Donc, c'est sûr qu'il faut s'améliorer. Il faut qu'ils s'améliorent. Oui, de ce côté-là, évidemment. On parle dans le soccer souvent de chimie qui est importante. Entre autres, en défensive, il y a plusieurs joueurs qui vont être de retour, comme Cabrera, Camacho, Diallo, peu importe, qui vont avoir bâti une chimie l'an passé. Est-ce qu'on va être en mesure, vous croyez peut-être, de réussir à trouver le moyen de conserver une belle chimie encore cette saison, parce que c'est probablement le plus important pour l'Impact cette année? On va le souhaiter. Sincèrement, pour l'Impact, on va souhaiter que la chimie reste, parce que sinon, ça va être, comme Frédéric disait, ça va être difficile de garder les partisans. Mais moi, en fait, ce que j'aime de l'Impact, c'est qu'est-ce qu'il amène à la communauté, que ce soit à Montréal ou partout au Québec. Il laisse la place pour les jeunes, justement, pour les futurs joueurs de soccer, que ce soit pour les camps d'été qu'ils offrent. Moi, je trouve que c'est une belle opportunité pour aller chercher les jeunes, d'aller justement les faire bouger. Après l'école, nécessairement, tu as besoin de motivation, que ce soit les arts, les jeux vidéo, n'importe quoi, même le sport. Je trouve que c'est un bon moyen, justement, de socialiser, puis de se faire des amis, puis de sortir un peu de son cocon. Puis, moi, je pense que... Puis le soccer, c'est pas nécessairement un sport hyper compliqué à comprendre. C'est de courir sur un ballon. Donc, évidemment, la plupart des gens les jeunes plutôt, vont pouvoir se défouler en courant sur un terrain. Et puis, on peut retourner à l'école par la suite. On est prêt pour continuer. C'est effectivement le cas. On pense, entre autres, au baseball à l'époque, lorsque les expos étaient ici. Bien, l'Impact, c'est un peu ça maintenant, puisque le soccer semble avoir pris une place peut-être un peu plus importante que le baseball maintenant. Donc, c'est le rôle probablement de l'Impact d'aller chercher le plus possible des jeunes et de leur faire faire du sport et bouger, évidemment.
Ah, ça, c'est sûr. Puis on pense à ça. Justement, le soccer, ça coûte pas cher aussi. On pense à ça pour les plus jeunes. Versus le hockey, que c'est les prix là, pour l'équipement, c'est l'enfer. Donc, justement, d'attirer une plus jeune clientèle. Puis, je pense que les jeunes, ils aiment ça, le soccer. Là. Il y a du monde qui commence à 4 ans. Donc, ouais, ça peut les attirer pas mal. Puis, s'ils ont une bonne équipe à encourager en plus, ils vont être encore plus motivés à peut-être jouer là plus tard. Ouais. Donc, on va espérer que l'Impact va connaître du succès, évidemment, cette saison. Ils vont débuter donc le 2 mars face aux Earthquakes de San Jose. Du côté de San Jose, dans les alentours de 22 h. Donc, c'est un rendez-vous là, pour les amateurs de l'Impact de Montréal. Dans la deuxième portion de l'émission, après notre entrevue, on va discuter des joueurs à découvrir dans le monde du sport. Pour notre entrevue de cette semaine, on reçoit M. Olivier Gabriel Lavoie, qui est entraîneur en athlétisme au club Corsair Chaparral. Très content de te recevoir à l'émission. Merci de me cette recevoir. semaine. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Toi, donc, tu es entraîneur. Qu'est-ce qu'on se retrouve à faire en tant qu'entraîneur pour aider les athlètes, là, justement, à atteindre leur plein potentiel? Bien, comme entraîneur, en fait, j'ai une formation là, qui m'a permis de bâtir des planifications d'entraînement qui va développer l'athlète à son plein potentiel en travaillant sur plusieurs filières énergétiques, plusieurs groupes musculaires. Puis dans le fond, ma tâche, là, grosso modo, c'est de faire la planification, regarder tout ce qui est le côté technique. Donc, quand on a un entraînement, je regarde aussi la foulée. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'on doit modifier des choses? Faire des corrections? Puis le support moral aussi là, à travers tout ça. Fait que c'est de la gestion, puis disons des conseils là, sur place, là, sur la technique. Et on parle de ce que tu fais justement auprès des athlètes. À quel point c'est important ton rôle avec ces athlètes-là, justement? Bien, c'est sûr que ma présence pour la correction de la technique, je pense que c'est quand même un rôle qui va être assez majeur. Donc, certains athlètes vont avoir vraiment de la difficulté des fois à courir comme il faut. Donc, on veut vraiment au début là, leur apprendre à bien courir, à être efficace dans leur technique de course. Mais je pense qu'il y a un support qui est très moral aussi, dans le sens que la compétition, la course à pied, c'est quelque chose de très mental. Donc, il y a aussi cette partie-là là, que je viens aider les athlètes là, comme rôle. Oui, puis il y a souvent plusieurs distances. Justement, c'est aussi des habitués à mentalement savoir comment gérer une course aussi, puis tout ça. Absolument. Donc, c'est sûr que d'une distance à l'autre, ça va changer beaucoup. Je suis un entraîneur de demi-fond de cross-country, donc mes distances vont de 800 mètres jusqu'à 10 km quand même. Okay. Donc, c'est sûr que ça va avoir une influence là, sur autant la planification de l'entraînement que toute la stratégie mentale qu'on va faire. Là. On parle d'athlètes que tu entraînes. Il y en a 2 qui ont réussi des records dernièrement pour la distance d'1 000, je crois. Donc, qu'est-ce qui fait leur succès pour ces 2 athlètes-là? Bien, ces 2 athlètes, en fait, c'est 2 vétérans qui étaient déjà à la base il y avait beaucoup de talent à la base. C'est des athlètes qui ont fait partie du club par le passé quand ils étaient plus jeunes. Puis là, bien, ils ont décidé de faire un retour à l'athlétisme. Donc, à la base, c'est leur talent. Puis sinon, bien, c'est sûr que je pense que j'ai fait un bon travail au niveau de la planification d'entraînement qui leur a permis d'arriver prête à Hanover quand ils ont fait le record. Les 2 ont fait le record. Évidemment, il y en a seulement un qui va avoir son nom sur l'historique. Mais les 2 ont battu le record qui datait de quand même un certain temps. Donc, ça a vraiment bien été. Puis, je dirais leur talent, puis ils travaillent fort aussi. Ils sont vraiment sont à leur affaire à l'entraînement, ils font ce qu'ils ont à faire, puis ça a vraiment bien été. Dans le fond, l'important d'être assidu justement à son travail. Absolument, absolument. Puis c'est sûr que c'est différent aussi un vétéran que des jeunes. Donc, les vétérans, ils ont quand même des carrières. Donc, c'est sûr que là-dessus, il faut aussi jouer avec la réalité de la carrière. Donc, de s'assurer que les entraînements sont au bon moment, qu'il n'y ait pas une surcharge d'entraînement parce que, bon, c'est sûr qu'ils sont plus fatigués quand ils arrivent à l'entraînement. Donc, c'est d'autres facteurs. Là. On parle du club que tu t'impliques pour Corsair Chaparral. Qu'est-ce que c'est exactement ce club-là? Le Club Corsair Chaparral, c'est un club d'athlétisme dans la région qui a été fondé en 1976. Donc, ça fait quand même un certain temps que ça existe. Oui. Donc, c'est un club d'athlétisme. L'athlétisme qui va vraiment recouvrir là, tout ce qui est la course à pied, les lancers, tout ce qui est saut. On a la marche également. Donc, c'est vraiment c'est large. Ça couvre vraiment tout l'athlétisme. Puis, c'est un club... dans le fond, c'est ça. Moi, je m'occupe de tout ce qui est aspect en demi-fond et cross-country. Okay. Puis c'est le club de la région.
Oui, c'est quand même important aussi de développer des clubs dans la région. Absolument. Et ils ont une belle mission aussi, justement, de promouvoir l'activité physique auprès des jeunes. Tout à fait. Donc, depuis 1976, c'est ce qui encourage, c'est de faire la promotion du sport chez les jeunes. Du sport aussi à travers les études. Donc, on a tout le temps considéré les études très importantes au sein du Club Corsage Chaparral. Donc, on s'assure tout le temps de favoriser ça. C'est un sport aussi, l'athlétisme, qui est favorisé par le sport, par les études, pardon, dans le sens où à l'université, on va avoir de l'athlétisme. Au cégep, on a de l'athlétisme, cross-country. Donc, c'est sûr qu'on peut vraiment pousser loin nos études en pratiquant ce sport-là. Et vous êtes branché, quoi, avec les secteurs scolaires ou vous êtes plus... Bien, à la base, je suis un enseignant en éducation physique. Par contre, je suis entraîneur aussi là, au cégep Lionel Groulx avec les Nordiques, puis au Civils avec le Corsage Chaparral. Et tu parles justement du Collège Lionel Groulx. Tu as remporté aussi, pour être un bon entraîneur, là, c'est important de démontrer. Puis tu as été entraîneur de l'année du côté du Collège Lionel Groulx. Oui, en fait, l'automne dernier, j'ai remporté le titre d'entraîneur canadien de l'année. C'est la deuxième fois en 4 ans que je le remporte. Fait que c'est quand même une belle honneur que j'ai reçu là. Puis, je pense que ça vient du fait que, justement, on m'encourage avec le cégep, me soutient là-dedans. Ils m'aident beaucoup. Ils me permettent d'avoir accès à plusieurs facilités. Puis, c'est sûr qu'il y a un partenariat avec le Club Corsage Chaparral aussi qui permet d'avoir, disons, un développement plus normal de l'athlète. Donc, normalement, cégep, on s'entend que c'est un 2-3 ans. Moi, ça me permet de voir les athlètes un petit peu avant avec le Corsage Chaparral, de les suivre pendant les dernières années de leur secondaire, puis d'avoir un processus plus long là, pour le développement de l'athlète. Ce qui fait en sorte aussi qu'on a probablement beaucoup de succès au niveau national là, avec les Nordiques. Oui, parce que le plan de match, c'est ce qui est probablement aussi le plus important à préparer avec un athlète. Donc, quand même, c'est de l'expérience que tu as et que tu peux justement encadrer les athlètes. Absolument. On parle justement de côté familial. Toi, tu viens d'une famille d'entraîneurs. Donc, ta passion est là depuis que tu es probablement très jeune. Oui, bien en fait, je fais souvent la blague que je suis né sur une piste d'athlétisme. Mes parents, les deux, ont été coachs à un très haut niveau. Ma mère, Carole Crevier, qui a coaché Sonia Paquette, qui a fait les Jeux olympiques en 1996. Okay. Mon père aussi, qui a eu une athlète en lancer, par contre, qui a fait les Olympiques en 2000, si je ne me trompe pas. Ma famille a été là-dedans tout le temps. Mes grands-parents ont beaucoup développé le Club Corsage Chaparral dans ses premières années, donc ont aidé à ce que ça fonctionne. Donc, je dirais que c'est vraiment une histoire de famille, là. Puis c'est eux qui m'ont amené à faire de l'athlétisme. Puis je pense qu'ils m'ont transmis aussi la passion du coaching. Donc, j'ai tout le temps, je les ai regardés, je voyais qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient, je voyais qu'ils étaient impliqués dans ce qu'ils faisaient. Moi, ça m'a donné le goût de faire la même chose, là, par la suite. Et ils ont développé un petit peu le club Corsage Chaparral, donc c'est aussi ton intérêt pour ce club-là qui est devenu de là. Exactement. Bien, il était athlète dans les premières années du club Corsage Chaparral. Évidemment, le club a grossi de façon phénoménale depuis 1976, mais c'était dans les premiers athlètes. Puis, évidemment, bien, ces athlètes-là ont par la suite aidé à développer le club. Donc, vraiment, ouais, ils sont dans l'histoire du club Corsage Chaparral, si on veut. Une belle histoire de famille quand même. Exact. Merci beaucoup d'être venu à l'émission, Olivier Gabriel Lavoie, qui est donc entraîneur en athlétisme chez le club Corsage Chaparral. En compagnie d'Hélène Lavigne, soyez des nôtres pour le fameux Télébingo des Basses-Laurentides. Toute l'équipe est fébrile et vous attend afin de faire de votre dimanche une journée ensoleillée et possiblement chanceuse. Cliquez j'aime sur notre page Facebook pour faire vos salutations en direct et pour tout savoir sur votre Télébingo. Visitez le site internet de TVBL pour connaître nos points de vente et vous procurer des cartes de jeu. Le Télébingo, maintenant en HD, c'est dimanche 9h30 sur les ondes de TVBL. On est de retour pour notre portion discussion de l'émission pour parler de jeunes athlètes à découvrir dans le monde du sport. Donc, on va débuter avec Maxime qui nous parle de tennis puisqu'on a quand même un jeune homme québécois qui est excellent sur la scène internationale là, et qui devrait être encore meilleur dans les prochaines années à venir. Tout
Tout à fait. Je vais vous parler en fait de Félix Auger-Aliassime. On a parlé brièvement dans le dernier épisode, mais c'est un jeune qui pousse, puis exactement, il va devenir une terreur dans le futur au tennis. Le jeune Québécois est âgé de seulement 18 ans, puis il est rendu au 103e rang dans l'ATP, ce qui est vraiment impressionnant à son âge. Et également, il est terminé numéro 2, son meilleur rang était numéro 2 junior au tennis. Et puis là, présentement, c'est ça, il connaît quelques peu de difficultés, là. Il manque de constance, mais éventuellement, il va devenir plus en plus bon. Ses atouts, GNT offensivement, il est très solide. Son revers en deux mains il est excellent aussi. Sa précision de ses tirs, vraiment excellent. Je vous dirais, il ressemble un peu à un style à Nadal pour sa rapidité, pour son caractère aussi. Mais ça va être à suivre. Là, le jeune est vraiment impressionnant. On parle entre autres de Denis Shapovalov aussi, qui est excellent. Oui, tout à fait. Du côté du Canada, peut-être une moins progression rapide, si on veut, que ce Canadien, mais Félix Auger-Aliassime, quand même, qui est tout près du top 100 mondial. Donc, tranquillement, là, commence à prendre confiance, mais justement, comme tu l'as dit, il doit avoir besoin de constance à son jeu. Vous avez un peu de puissance aussi, mais éventuellement, il va arriver aussi. Là, physiquement, il va devenir plus fort avec le temps. Oui, puis dans les tournois majeurs, éventuellement, c'est peut-être ce qui va lui permettre de prendre un certain galon de plus, là, si on veut. Donc, évidemment, Félix Auger-Aliassime, c'est vraiment du talent pur. Donc, il faut le découvrir, évidemment, pour le savoir. Maintenant, on parle aussi de hockey, puisque toi, tu voulais nous parler d'un autre athlète à découvrir du côté de l'Avalanche du Colorado. Un Québécois aussi. Un jeune Québécois très solide, qui est jeune aussi. Effectivement, 20 ans. Donc, je parle de Samuel Girard, le défenseur. Lui, il a une histoire assez particulière puis vraiment touchante. RDS a fait un documentaire justement sur sa famille, puis j'invite tout le monde à aller le voir. C'est vraiment touchant, puis c'est une belle histoire. Donc, c'est un jeune de Roberval. Il vient d'une famille vraiment pas très riche. Puis, ce qui est arrivé, c'est que son frère, Jérémy, il était bon aussi au hockey, mais pas autant que lui, peut-être. Donc, son frère a décidé par lui-même de dire « Je vais lâcher le hockey » pour que les parents mettent tout l'argent, donnent tout l'argent à Samuel pour le hockey. Le développement. Donc, ça, c'est absolument incroyable parce qu'il est 100% reconnaissant envers son frère. C'est vraiment une belle histoire. Puis, je pense que c'était une bonne idée parce que là, on le regarde avec l'Avalanche. Il est au niveau du temps de jeu, là, je pense qu'il est le 4e défenseur qui est le plus utilisé à 20 ans. Donc, c'est incroyable. Il n'est pas gros, ça c'est sûr, mais il est rapide. Donc, on voit la Ligue nationale se tourner de plus en plus vers ça chez les défenseurs. Donc, ça, c'est le fun. Là, un petit rapide, un peu. Il se fait comparer un peu à Mété. Donc, ce que je trouve le fun. Ce que je trouve le fun, puis il est avec Eric Johnson sur son duo de défenseurs. Puis là, on pense à ça, Johnson, un gros bonhomme, Girard, puis là, Mété, Weber. Donc, ils peuvent facilement se comparer. Puis justement, c'est le fun parce qu'on pense à Weber qui n'est pas super rapide, puis Mété peut aller le sauver dans certaines situations. Puis le contraire que Weber peut aller un peu brasser la sauce, là, quand justement ça va moins bien, puis Mété peut un peu plus se reculer. Donc, c'est vraiment ça avec Girard. C'est vraiment un joueur de talent, c'est fou. Puis dans la LHMQ, il a joué avec les Cataractes de Shawinigan. C'est débile. On regarde le nombre de points pour un défenseur qui a fait 149 points en 126 matchs. Seulement? C'est sûr. C'est sûr que ces temps-ci, c'est moins... ça ressemble pas à ça dans la Ligue nationale, mais il y a quand même à peu près 18 points et 56 tirs bloqués en date du 17 février. Donc, c'est quand même pas pire là, pour un jeune de 20 ans. Donc, ouais, il est vraiment à surveiller. Puis avec une équipe qui s'en vient bonne, pas tout à fait, pas sûr qu'ils font les séries. En tout cas, on n'est pas trop sûr pour l'instant, mais c'est vraiment à surveiller. Puis c'est un bon pilier. Ça va devenir un bon pilier pour l'Avalanche du Colorado. Oui, parce qu'il était avec l'Avalanche. On rappelle qu'il avait été acquis, donc, dans la transaction qui a envoyé Matt Duchesne du côté d'Ottawa. Et lui était avec les Prédateurs de Nashville. Il y avait une transaction, donc, à 3 formations. Mais vraiment, là... c'est probablement la clé de la transaction dans tous ces joueurs-là qui ont été acquis, puisqu'il va devenir vraiment dominant au fil des prochaines années, évidemment. Moi, je voulais aussi vous parler rapidement de Pierre-Luc Dubois, un autre Québécois qui a également 20 ans. Lui, il s'aligne avec les Blue Jackets de Columbus. Et on s'était posé la question, justement, au départ, pourquoi l'avoir sélectionné au 3e rang au total là, lors du repêchage de 2016? Il y avait un certain Jesse Puljujarvi qui était disponible et qui était mieux classé que lui. Puis finalement, bien, ça s'avère qu'on a pris une bonne décision avec lui parce que vraiment, là, il évolue au centre, Pierre-Luc Dubois, et il est excellent dans toutes les facettes du jeu et en plus se débrouille super bien en offensive. Donc, vraiment, là, c'est une
excellente sélection pour les Blue Jackets de Columbus. On parle d'une saison recrue de 48 points cette saison et il a déjà battu cette marque cette année. Donc, vraiment, là, il est en progression constante. Puis, on risque de le considérer parmi les meilleurs joueurs québécois au fil des prochaines années. On se rappelle qu'il avait évolué pour l'Armada de Blainville-Boisbriand à sa dernière année dans le hockey junior. Justement, on parle de joueurs québécois dominants dans la Ligue nationale. J'aimerais qu'on parle justement de quel est le meilleur joueur québécois dans le circuit. Et entre autres, on pourrait peut-être commencer avec un gardien de but. Un certain Marc-André Fleury, qui est excellent depuis qu'il est à Las Vegas. En tout cas, il était très, très, très impressionnant. Effectivement. On passe à lui surtout avec Pittsburgh, justement, dans le temps. Je dis dans le temps comme si ça faisait longtemps, là. Mais il a quand même gagné 3 Coupes Stanley avec les Pingouins, dont 2, il n'y a pas longtemps, le back-to-back. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un gardien de but phénoménal. Puis c'est sûr qu'on a vu son histoire avec Vegas. C'était évident qu'au repêchage d'expansion, c'est là qu'il allait se rendre. Donc c'était le joueur que c'était sûr à 100% qu'il se rendait là-bas. Mais il a vraiment aidé Vegas à aller loin. On pense finale de la Coupe Stanley la première année, pas pire. Ça a vraiment été, c'est ça a été vraiment le pilier de l'équipe à ce moment-là. Il savait, là, les joueurs savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Donc ça, c'est absolument incroyable. Puis il a 34 ans, donc il a encore, il y a encore quelques années devant lui, quelques bonnes années. Puis c'est vraiment un gardien de but de confiance. Puis je pense qu'on le veut. Puis un petit Québécois aussi, hein, fait que ça, c'est le fun de le voir aussi dans les meilleurs de la Ligue, pratiquement. Puis il a tellement de belles personnalités en plus, Marc-André Fleury, là, a permis justement de bâtir une certaine banque de partisans du côté de Las Vegas. Et il y en avait déjà beaucoup du côté de Pittsburgh. C'est le joueur parfait pour les Golden Knights. Donc vraiment, là, c'est un joueur complet. On parle de talent, mais on parle aussi de personnalité que les joueurs doivent absolument avoir là, auprès des partisans. Oui, donc, son bagage d'expérience, justement, avec Vegas, puis son charme, justement, il a charmé les partisans de Vegas. En une année, c'est assez fabuleux. Là, cette année, il connaît une année assez impressionnante. Il a évité les blessures. Mais au moins, c'est ça. Vegas qui a encore une bonne année cette année. Non, on va peut-être leur souhaiter une Coupe Stanley cette année. Oh non, non. On verra bien. Éventuellement, justement, on parle de Marc-André Fleury du côté de Pittsburgh. Il y a aussi peut-être un défenseur, Christopher Letang, qui est à considérer. On pourrait parler peut-être du meilleur défenseur québécois du circuit. On a parlé de Girard, lui est encore à se développer, mais le temps s'en vient, là. Parmi tous les records, probablement. Évidemment, Raymond Bourque qui est loin, là, mais quand même, a été très bon du côté de Pittsburgh jusqu'à maintenant. Or, tous les records de défenseurs du côté de Pittsburgh a battu Paul Coffey dernièrement. Malgré les blessures aussi. Malgré les blessures, c'est ce que je m'en allais dire. A eu plusieurs commotions cérébrales qui l'ont empêché de connaître autant de succès qu'il l'aurait voulu. Donc, vraiment, Marc-André Fleury, plutôt Christopher Letang, peut vraiment dire qu'il est un défenseur solide, malgré le fait qu'il joue avec des Crosby ou Malkin. Souvent, on dit il produit à cause de ça, mais quand même, il faut être capable de jouer avec eux quand même et réussir à le faire. Et sur la première vague, l'avantage numérique est très, très constant. Donc, vraiment, Christopher Letang, qui peut être considéré aussi parmi l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, tout court probablement aussi. Et là, vous devez me voir venir avec mon attaquant... plutôt l'attaquant tout court québécois. Maxime, c'est toi qui en parles pour l'émission, mais quand même, là, on parle de Patrice Bergeron. C'est moi qui ai le meilleur, en fait. Ouais, c'est Patrice Bergeron des Blues de Boston. Seulement âgé de 33 ans, mais il a un lot d'expérience quand même énorme. Puis il a remporté 4 fois le trophée Selke. C'est pas rien, là. 4 fois Selke, là, c'est dans le fond, pour éclairer les gens, c'est le trophée remis au meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale. Il a également remporté la Coupe Stanley sous Claude Julien en 2011. Et c'est un joueur aimé des partisans. C'est un joueur excellent à toutes les facettes du jeu. Il est apprécié de tous ses coéquipiers. Personnellement, moi, je trouve que c'est le meilleur Québécois. Puis éventuellement, quand Chara va prendre sa retraite, c'est ce que je m'en allais dire. D'après moi, il va être nommé capitaine du club. Oui, parce qu'il n'est pas capitaine, là, justement, en ce moment. Comme tu dis, c'est Zdeno Chara qui est là, mais quand même... il est un leader parmi ce vestiaire-là et vraiment, totalement. Il est très solide. Tu parlais du trophée Selke, c'est le record avec Bob Gainey en ce moment qu'il possède. Donc, le prochain trophée qu'il remporte, qui devrait peut-être être justement cette année, bien, il va avoir le record. Donc, c'est vraiment du talent pur, là, ce Patrice Bergeron, Marc-André Bergeron. Tu l'aimes, Marc-André, hein? Oui, j'en parle beaucoup. Hein? En terminant, peut-être un petit mot sur, justement, un Philippe Danault, par exemple, là, qui s'est beaucoup amélioré du côté du Canadien et qui a un style similaire à Patrice Bergeron.
Ça, c'est sûr. Puis c'est drôle de voir Philippe Dano, justement, dans le top 10 des meilleurs joueurs québécois de la Ligue. Mais en même temps, on pense à ce qu'il fait avec le Canadien. Puis c'est incroyable de voir ça. Toujours la première passe, il relance le jeu. Puis là, il joue avec des joueurs vraiment de talent ces temps-ci. Donc ça, c'est le fun. Mais vraiment, moi, je suis vraiment heureuse pour lui qu'il soit rendu dans le top 10. Puis je sais pas si Maxime, t'es d'accord, mais je pense qu'il mérite sa place Oui, totalement. le top 10. Là. Ouais. Ben, moi, j'aime aussi beaucoup Jonathan Huberdeau, de la Floride. Là. Vraiment excellent. On peut le mettre dans le même bateau aussi que Drouin. Oui, beaucoup de talent. Il est de la région, justement. Lui a évolué pour les Vikings de Saint-Eustache dans le midget 3A. Donc, c'est un jeune homme qui s'est développé rapidement et qui a beaucoup de talent. Et on parle de jeune homme parce que ça fait quand même longtemps qu'il est là, mais pourtant, il est encore très jeune et a du talent du côté des Panthers de la Floride. C'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui pour la portion discussion, évidemment. Merci à vous deux, encore une fois, cette semaine. Merci, Sam. Et on espère que vous serez là encore une fois lors de la prochaine émission. Pour le calendrier de cette semaine, on va débuter avec le Canadien de Montréal qui dispute 3 matchs. Donc, on débute le 1er mars, donc vendredi, les Rangers de New York qui seront au Madison Square Garden, donc à 19h face aux Tricolores. Et le lendemain, donc un deuxième match en 24 heures, on va accueillir les Penguins de Pittsburgh au Centre Bell dès 19h. C'est donc 2 matchs importants, évidemment, pour la lutte aux séries éliminatoires. Ensuite, on va débuter notre parcours dans l'Ouest avec un premier match face aux Kings de Los Angeles le 5 mars prochain à 22h30 au Staples Center plutôt. Donc, ce sera un match qui sera disputé 3 heures plus tard. On va se coucher aux petites heures du matin. Il y aura aussi le début de la saison du côté de l'Impact de Montréal qui débute donc sa prochaine campagne le 2 mars face au Earthquake de San Jose du côté de San Jose dès 22h au Avaya Stadium. On poursuit avec le hockey de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Donc le 28 février, on va accueillir les Olympiques de Gatineau dès 19h au Centre d'excellence Sport Rousseau. Et 2 jours plus tard, on va accueillir les Islanders de Charlottetown à 19h également au Centre d'excellence Sport Rousseau. Il y aura aussi le début des séries éliminatoires du côté de la Ligue Midget 3, alors que les Vikings de Saint-Eustache vont poursuivre leur série 3 de 5 face à l'Intrépide de Gatineau. Donc, le 3e match de la série sera disputé plutôt le 1er mars, donc dès 19h15 à l'Arena Florian Guindon de Saint-Eustache. Et ensuite, il y aura 2 matchs si c'est nécessaire, évidemment, le 3 et 4 mars. Le 3 mars, ce sera du côté de Saint-Eustache dès 13h45 et le 4 mars, le lendemain, du côté de Gatineau dès 19h30 au complexe Branchot-Brière. C'est ce qui complète notre calendrier de cette semaine et notre émission également. On vous remercie à tous d'avoir été là et on espère toujours que vous avez apprécié notre contenu. On vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook Sport Addict et sur notre site web sportaddict.com pour suivre l'actualité sportive qui se passe dans les derniers jours. On vous lance le rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sport Addict.